tous. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous cet après-midi. Je remercie les organisateurs de ce colloque et ceux qui s'occupent de cette pathologie qui je manquais de commentaire parce que c'est la première publication que j'ai faite, c'est la première c'est par la neuropédiatrie et c'était sur le thème l'accident vasculaire cérébral ischémique, première cause de manifestation, première cause d'AVC chez l'enfant. Je vais inviter par deux petites questions si vous permettez. Combien de médecins y a dans la salle? D'accord, heureusement pour moi. Combien de parents d'enfants de l'universitaire? J'espère que je ne vous ferai pas peur. Combien de patients de l'universitaire? Ils sont pas là, mais les mères sont là. D'accord, parce que dans ce colloque, quand même au Sénégal, je l'ai assisté à mon collègue, il y avait pas mal de jeunes drépanocytaires de la trentaine, des médecins qui sont drépanocytaires et qui sont parvenus à avoir leurs études de médecine. C'est pour dire que la drépanocytose n'est plus une maladie de l'enfant, mais c'est une maladie du jeune adulte. Et avec la prise en charge adéquate, on voit ces enfants grandir, finir leurs études et même commencer à s'occuper des autres enfants drépanocytaires. Pour commencer, je ne reviendrai pas sur la définition de la maladie qui a été traitée ce matin devant la GRPR. Je dirais quand même que quand on est en hospice, classiquement, quand on voit un patient, ce qui nous tire la puce à l'oreille, c'est l'asthme. Et dans notre contexte, dans notre pays, attention, il y a la femme parmi nous qui n'a pas une grand-mère qui est noire, de laquelle il a tiré un gène quelque part qui traîne, et puis on a pas mal de la race des morts qui ont cette pathologie. Et du coup, quand je vois parmi les patients des parents de malades, je dis que alors que je pense que c'est un concept qu'il faut savoir changer, en particulier dans notre pays, la population mixte, blanche et noire, avec pas mal de législation. Et si vous avez entendu parler des vocaux des trucs qui étaient ces derniers qui sont partis arabes et le contraire, ça veut dire quand même que cette répartition de la maladie de l'asthme, il faut la prendre avec prudence et ne pas attendre partie ici. Mais ici, nous avons un message de population qui fait que faites attention, vous pouvez tomber sur la drépanocytose chez n'importe qui. Sincèrement, je parlerai un peu de la physiopathologie parce que c'est important de ce qu'on va dire. À partir de la mutation génétique, la polymérisation, ce qui va nous intéresser, nous, c'est cette vasoconclusion. Pourquoi cette vasoconclusion est importante? Parce que tous les accidents graves vont provenir quand il y a une occlusion vasculaire, quand il y a une ischémie, quand il y aura un membre qui n'est plus perfusé. La polymérisation de l'hémoglobine qui va aboutir à des globules rouges en forme de banane, comme ça a été dit, et qui vont venir obstruer les artères, que ce soit les grosses artères, les petites artères, on le verra, donneront des accidents graves à cette phase malheureusement. Durant celle-ci, vous aurez les signes classiques de la maladie, à savoir si j'ai des crises douloureuses, une petite anémie, de la splénomégalie, oublions le syndrome de séquestration, et quand même de la splénomégalie. Mais quand ça va arriver, quand le patient est vraiment pris en charge, quand il est exposé à certaines conditions assez délétères qu'on verra, il va évoluer vers une autre phase où il va développer des complications graves qui sont essentiellement un ensemble d'accidents ischémiques, qui sont un ensemble d'accidents vasculaires ischémiques. De ces complications, on va avoir en tête de file l'accident vasculaire cérébral, qui lui est en réalité une manifestation, neurologique très fréquente chez les sujets âgés, très fréquente chez l'adulte, mais exceptionnelle chez l'enfant. Jusqu'à preuve du contraire, un enfant qui fait un accident vasculaire cérébral de l'une de deux choses. Soit il est drépanocytaire, soit il a une cardiopathie congénitale méconnue et qui a évolué à bas bruit jusqu'à présent. Un ensemble d'autres complications auxquelles nous allons revenir, l'hémorragie, qui est un autre versant de l'accident vasculaire cérébral, et les autres complications neurologiques des médicaments. Pour revenir à l'AVC, il faut dire que
D'accord. Pour revenir à l'accident vasculaire cérébral, en définition, c'est une occlusion artérielle qui va se passer à l'intérieur du cerveau et qui va occasionner un déficit moteur. Ce déficit moteur peut intéresser un membre, un hémicorps, de la vision ou bien une suspension du langage. Vous avez une perte de fonction cérébrale qui peut intéresser le côté locomoteur ou qui peut intéresser un côté cognitif. Une perte de vision, une perte d'audition, une perte de langage. C'est les signes qui doivent vous alarmer en premier. Ce n'est pas du tout différent de ce que vous allez voir chez l'adulte, mais ce qui est particulier à l'enfant, c'est que vous allez avoir un ensemble de signes qui sont classiquement rarement vus chez l'adulte, en particulier les crises convulsives. Un enfant qui fait une crise convulsive, ça peut être de l'épilepsie. Mais attention, si vous êtes chez un enfant drépanocytaire connu, guettez l'AVC. C'est un signe d'alarme. Un enfant classique qui fait une crise convulsive, ça peut être de l'épilepsie. Ça peut être les crises fébriles, en particulier si vous avez ces crises qui sont associées à de la fièvre. Mais s'il est drépanocytaire, qu'il fait des crises convulsives, fébriles jusqu'à preuve du contraire, c'est un AVC ou c'est une méningite. Et si le déficit persiste, vous êtes devant un accident vasculaire cérébral ischémique. C'est important de parler de l'AVC chez l'enfant. Pourquoi? Parce que entre l'âge de 1 an et 19 ans, l'étude de 2017, c'est CSSK. En fait, c'est une cohorte, Sickle Cell Disease Patient, que les gens ont suivi jusqu'à l'âge de 19 ans et dont les résultats sont apparus en 2019. L'incidence d'avoir un accident vasculaire cérébral ischémique entre 1 an et 19 ans est de l'ordre de 52%. Cette incidence chez les autres enfants, elle est dans les chaussettes, elle est dans les porteurs des autres maladies chroniques, elle est dans les 2-3%. Le maximum de l'âge à risque au maximal est entre 1 an et 10 ans. L'autre chose, dans une population générale, si vous avez quelqu'un, un patient, adulte ou jeune, qui fait son accident vasculaire cérébral, le taux, ou plutôt le pourcentage de rechute est de 10%. Et plus on augmente en âge, plus au maximum ça atteint 21% chez les sujets de 85 ans avec fibrillation auriculaire. Chez les enfants drépanocytaires, le taux de récidive est de 69%. Cela veut dire que si vous avez un enfant qui fait son accident vasculaire cérébral ischémique, il est très à risque de faire un deuxième accident vasculaire cérébral. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge, au contraire, c'est un patient à risque. Maintenant, comment peut-on faire le dépistage des accidents vasculaires cérébraux ischémiques dans la population de jeunes? Il y a des règles. De la même étude de 2017 qui est sortie, 5 critères essentiels qui sont utilisés, disons, dans des centres comme les nôtres. La première des choses, la survenue d'un syndrome thoracique aigu, duquel vient de parler le docteur Camara. La deuxième des choses, la récidive du syndrome thoracique aigu. C'est pour dire, c'est comme si c'était pour dire, les patients qui feront des crises légères risquent d'être très probablement en crise légère, et ceux qui vont faire des complications graves, la complication appellera la complication. Le troisième élément, c'est le taux d'hémoglobine bas. Et c'est pour cela qu'il faut toujours surveiller l'anémie chez l'enfant. En réalité, on y reviendra tout de suite. Quand ils ont un taux d'anémie, un taux d'hémoglobine bas, ils sont à risque de faire un accident vasculaire cérébral. Les crises de séquestration cyclonique aussi. L'élément validé actuellement dans les médicalement, c'est le Doppler transcrânien. Le Doppler transcrânien n'étant pas disponible dans notre pays, il faut le connaître. C'est tout simplement, c'est comme les échographies que vous avez, les échodoppler des vaisseaux du cou. Sauf que c'est une machine qui vous permet de visualiser le flux sanguin intracérébral via l'os. Et du coup, c'est calculé sur la base de la vitesse du sang dans le vaisseau. Tout de suite, on avait parlé de l'anémie chez ces enfants. Qu'est-ce qui se passe quand nous avons une anémie? Quand nous avons une anémie, pour que les organes soient vascularisés et nourris de façon régulière, le cœur, il accélère. Et du coup, quand vous allez faire votre Doppler transcrânien, vous allez avoir une accélération du flux sanguin intracérébral. L'accélération du flux sanguin intracérébral est un signe de danger.
il est estimé que le risque est à plus de 30% si vous avez une vitesse supérieure à 2 mètres par seconde. C'est un risque intermédiaire si c'est entre 1,2 et 2, et c'est un risque moindre si c'est inférieur à 1,2. 0,7 étant la norme. Qu'est-ce qui se passe en réalité? La lésion anatomique basale. La lésion anatomique basale, vous avez l'hémoglobine qui va se falsiformer, et du coup, comme elle se falsiforme, le flux sanguin ne se passe plus correctement. Du coup, vous avez des globules rouges qui vont éclater, vous avez des substances qui vont être en intraliminal, vous avez une agression de la paroi. Tout ceci va aboutir à une maladie rhéologique avec un remaniement endoliminal qui va aboutir à une vaso-occlusion. Et on avait parlé tout de suite de la vaso-occlusion. Cet ensemble de vaso-occlusion qui est parti d'une endartérite petite oblitérante à une sténose relative pour aboutir à une occlusion artérielle. Cette occlusion artérielle intracérébrale est de 3 ordres. De 1, c'est le gros vaisseau, c'est l'artère cérébrale moyenne, la carotide interne, et ça, je vous assure, c'est comme si on vous dit que l'entrée de Nouakchott est bloquée. Rien ne passe. C'est un gros territoire, c'est pas la petite artère. La deuxième des choses, dans 25%, les enfants n'ont pas de problème, c'est pas les grosses artères, c'est pas les grosses artères, mais vous aurez les petites. Vous savez, le cerveau il est vascularisé d'une manière à. C'est comme les chefs de guerre. Chacun a son territoire. J'irrigue mon territoire, tu irrigues ton territoire, tu ne viens pas chez moi, je ne viens pas chez toi. Et du coup, les zones borderline entre les deux grosses artères, quand les deux gros chefs de guerre ne sont plus tout puissants pour faire parvenir le sang comme il faut, vous allez comprendre avec moi, c'est les petites zones frontières entre les deux différents territoires qui vont commencer à souffrir. Et nous, ça fait partie du bilan classique chez nous, tout enfant qui fait un déficit moteur, déficit cognitif, on lui fait un scanner pour voir une IRM. Et quand nous avons les petites ischémies à droite, à gauche chez un enfant déclin cognitif, attention, guettez la drépanocytose. Et on a découvert, j'en ai envoyé 3 ou 4 à Dr Ndiaye, et même dont certains étaient venus de l'intérieur, c'est des enfants qui viennent parce qu'ils ont échoué à l'école, parce que non, la moitié dit, il n'est plus Louis. Il n'écoute plus. De temps en temps, avant, il récitait facilement son Coran. Actuellement, ça ne va pas à l'école coranique. Ou plutôt, non, il n'a plus de bons résultats. Il devient un peu hyperactif. Donc, le changement cognitif chez un enfant connu drépanocytaire, attention. Le changement de déclin cognitif d'un enfant bien portant, guettez la drépanocytose. Et la troisième des choses, qui est une des complications, c'est que quand les grosses, imaginez, comme on avait dit l'exemple de gros troncs qui sont obstrués, le bon Dieu fait bien les choses. Parfois, quand la voie est obstruée, les gens ils trouvent des petites routes pour entrer à Nouakchott, à droite et à gauche. Et ça crée un réseau de suppléance artérielle pour faire irriguer le reste du cerveau. Pour irriguer ceci, vous comprendrez bien avec moi qu'une petite ruelle d'à côté qui n'est pas goudronnée n'est pas destinée à acheminer des gros camions. Et un bon jour, avec une poussée hypertensive, boum, ça éclate. Et là, c'est l'hémorragie. Je suis désolé, c'est pas pour faire ça. Ce que j'ai dit. Et du coup, pourquoi? Ceci est important parce que si on va parler de la prise en charge, il y a quelque chose à faire en cas d'accident vasculaire cérébral. Première des choses, pas d'aspégique. Et ça, c'est un message pour les médecins. On a l'habitude, on voit un AVC, on ferme les yeux, on met de l'aspégique. Qu'il soit jeune, qu'il soit addict, l'aspégique aggrave les lésions neuronales cérébrales dans la drépanocytose. Pas d'aspégique quand vous avez un enfant drépanocytaire qui fait son accident vasculaire. Deuxième chose, oxygène. Même si votre patient il est en train de s'attirer à 92, 93, 95%, vous vous en foutez pas mal. Il a besoin d'oxygène, donnez-lui de l'oxygène. S'il n'en a pas tout de suite, il en aura besoin dans quelques instants. N'attendez pas qu'il soit au bout du gouffre pour lui donner. Donnez-lui l'oxygène tout de suite. Troisième des choses, très bonne réhydratation. Comme on a l'habitude de dire, le drépanocytose, il cherche 3 choses, l'oxygène, pas de fièvre et de l'eau. C'est les 3 choses dont il a besoin. Donnez-lui ces 3 choses. N'attendez pas qu'il soit dans une... Et ensuite, regardez votre hémoglobine de base.
l'hémoglobine inférieure à 9. Chez un sujet classique, hémoglobine inférieure à 6, on transfuse. Chez le drépanocytaire, hémoglobine inférieure à 9, on transfuse. On n'attend pas. En particulier s'il a un problème cérébral. Pourquoi? Parce qu'actuellement, le traitement de référence des accidents vasculaires cérébraux sur drépanocytose, c'est de l'exsanguinotransfusion. Avec un protocole de minimiser l'hémoglobine S et de maximiser l'hémoglobine F. Et du coup, plus vous soulevez votre hémoglobine F, plus vous avez de l'hémoglobine performante. Et plus vous diminuez l'hémoglobine S, plus vous avez de l'hémoglobine susceptible de se dégrader. Et du coup, vous essayez les protocoles de transfusion. Il n'y en a pas chez nous, mais c'est très facile à mettre en place. C'est des patients qui s'enregistrent et vous allez les mettre au fur et à mesure. Traiter les convulsions s'il y en a, traiter les douleurs céphalées s'il y en a, et assurer une bonne ambiance calme. Pas de stress pour les enfants drépanocytaires. Parce que tout simplement, le stress a le même effet que la fièvre. L'autre chose. Et ça déclenche des douleurs, et c'est stressant pour la famille. Et puis après, c'est un endroit, ça devient une atmosphère mauvaise. Ne dites pas à côté de lui, oh là là, il a fait un AVC. Après, il va demander, la mère qui pleure, il est en train de voir sa mère qui pleure. Et puis, tout va tomber. Pour finir avec les AVC, on dira que le traitement de référence dans les AVC, c'est l'allogreffe. Actuellement, il est admis. La première cause, ou plutôt la première indication d'allogreffe, ça c'est pour les médecins. La première cause, ou plutôt la première indication d'allogreffe, c'est quand vous avez un enfant qui a fait un AVC, ou bien un enfant drépanocytaire dont le frère, le père ou la mère ont fait un AVC. Donc, un AVC chez un membre du premier degré qui fait un AVC, ça devient une indication formelle. Et ceci chez les enfants qui n'ont pas encore fait d'AVC. Pourquoi? Parce que certains diraient qu'il y aurait une susceptibilité d'AVC chez certaines formes et pas d'autres. Pourquoi? On ne sait pas. Mais que tous les groupes qu'on a eu de patients AVC étaient à peu près dans les mêmes familles. Est-ce qu'il y aurait une différence de la mutation génétique de base, ou plutôt de la transcription de ces gènes en ARN? On ne sait pas. Mais a priori, ça doit être de ce côté. Les autres complications aiguës, la méningite, et vous savez bien avec moi que nous portons tous les enfants, ils portent du pneumocoque dans leurs oreilles. Le pneumocoque est délétère avec une mortalité à plus de 80% chez l'enfant drépanocytaire. Ils ne font pas beaucoup de méningo, ils ne font pas beaucoup d'hémophilus influenzae, mais le pneumocoque, ils les aiment comme pas possible. Et c'est pour cela la vaccination est obligatoire chez les enfants drépanocytaires, en particulier contre le pneumocoque. 80% des enfants qui feront une méningite à pneumocoque risquent de perdre alors les mortalités de 80% alors qu'elle est de 30 à 40% de la population générale. La récidive de la méningite à pneumocoque est une règle chez les enfants drépanocytaires l'ayant déjà eu. Pourquoi? Existerait-il des brèches chez certains enfants qui feraient, on ne sait pas. Mais ceux qui en ont déjà eu une fois sont plus susceptibles à l'avoir une deuxième fois. En fait, c'est l'asplénie. C'est l'asplénie en fait, parce qu'en l'asplénie fonctionnelle. Ah, l'asplénie fonctionnelle, c'est sensible à l'origine de ça. Et pourquoi l'asplénie ne favoriserait pas les méningos? Non, parce que l'asplénie fonctionnelle fait que les drépanocytaires ne peuvent pas détruire les bactéries qui sont détruites par opsonisation. Et les pneumocoques, les salmonelles et les streptocoques font partie, les hémophilus font partie de ces bactéries qui sont détruites par opsonisation. Et donc, c'est le pneumo qu'on voit le plus. J'ai dit pour les infections méningées, c'est le pneumo qu'on voit le plus. Parce qu'il y a un portage ORL classique. L'autre symptomatologie, c'est les myélites. Et comme on a dit, la moelle épinière, elle est vascularisée par des petites artères. L'effet d'avoir de l'endartérite oblitérante au niveau de ces petites artères va donner à un certain moment des syndromes médillaires qui vont s'installer avec des enfants qui auront des troubles de la marche, avec une marche spastique. Un ensemble d'autres signes peuvent être observés, mais ils disent que c'est plutôt probable. Ce n'est pas obligatoirement dit. C'est les céphalées, c'est les atteintes de nerfs crâniens, et c'est les convulsions sans pour autant qu'il y ait une cause sous-jacente.
En matière de prévention, je ne suis pas le meilleur à en parler, mais oxygène, eau, vaccination et pas de fièvre. C'est l'essentiel. Je vous remercie. Merci.